tous, mon nom est Fabien Joly. Donc je viens de Limérir il y a maintenant longtemps. Donc avant de commencer et de parcourir les questions en fait, donc j'habite aux États-Unis depuis plus de 15 ans maintenant. Donc il est possible et probable qu'il y ait certains mots qui sortent en anglais plutôt qu'en français. Donc je vais faire attention, mais bon, il y aura un peu de franglais de temps en temps. Donc mon parcours. Donc aujourd'hui je fais partie de Shire, donc une biotech. Je suis localisé à Boston et je suis en charge de ce qu'on appelle Business Technology pour toute la recherche et développement de Shire. Donc je suis le vice-président de la Business Technology pour la R&D et je rapporte au CIO de Shire d'un côté et au président de la R&D de l'autre côté. Donc mon parcours, en fait, une bonne partie de ma carrière professionnelle s'est passée à l'intérieur de la biopharma. Pourquoi Eh bien, ça, c'est les opportunités qui se présentent en cours de route. En fait, j'ai pas commencé après Limérir, j'ai pas commencé dans la biopharma, mais au bout de 3 ou 4 ans, en fait, j'ai une opportunité pour un job qui, à l'époque, pour une entreprise pharmaceutique française qui s'appelait Rhône-Poulenc, qui n'existe plus. Et donc j'ai commencé en fait comme ça. En fait, j'ai mis mes pieds à l'intérieur de la biopharma il y a 20 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et ensuite, la biopharma est une industrie extrêmement active. Il y a eu énormément de merger acquisition, de consolidation au cours du temps. Donc Rhône-Poulenc s'est retrouvé en fait, a acheté une compagnie qui s'appelait Rorare aux États-Unis, qui est une compagnie américaine. Donc il y avait un peu de sang américain dans la compagnie quand j'ai rejoint la compagnie. Et ensuite, en 2000, en fait, Rhône-Poulenc s'est marié avec Hux Marion Roussel, une compagnie allemande, a créé Aventis en fait. À ce moment-là, donc en 2000, au moment de la création d'Aventis, où le corporate, le headquarter s'est relocalisé aux US, j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis. Et j'ai pas hésité 2 secondes. Donc voilà comment je me suis retrouvé aux États-Unis et voilà comment je me suis retrouvé à l'intérieur de la biopharma en fait. C'est les aléas, les opportunités qui se présentent au cours d'une carrière qui vous conduisent et font qu'à un moment ou à un autre, votre niveau de spécialisation s'oriente vers une industrie plus qu'une autre en fait. Et à partir de ce moment-là, les opportunités qui se présentent, elles sont orientées autour de l'industrie que vous connaissez le mieux. Donc voilà, mais c'était un bon choix parce que quand j'ai commencé à l'intérieur de la biopharma, mon raisonnement était simple. Le life science, les sciences de la vie, j'étais à peu près certain qu'on n'allait pas avoir des problèmes économiques au cours de route. La demande pour life science, le niveau d'innovation, le fait que s'accélérer. C'est un environnement extrêmement excitant. Il y a un niveau d'innovation dans le life science qui est extraordinaire et de l'autre côté, il y a un niveau d'innovation sur les plateformes digitales qui est extraordinaire. Mon job est de connecter ces deux mondes-là, donc c'est super. Quand j'étais plus jeune, en fait, ado, je ne vivais pas en France. En fait, j'ai vécu un peu à droite à gauche, en Afrique en particulier. Donc voilà, dans tous les cas, j'avais l'idée de ne pas rester en France à un moment ou à un autre. En fait, j'aime bouger, j'aime découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. J'avais un attrait particulier pour les États-Unis, pour les valeurs du pays, les gens, l'état d'esprit, la culture dans le pays. Mais bon, j'étais ouvert à aller à différents endroits. En fait, l'opportunité d'aller aux États-Unis s'est présentée. Et les États-Unis, c'est la première économie mondiale. Ça reste la première économie mondiale. Donc, une fois que vous êtes dedans, les opportunités, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc, c'est un bon endroit pour des gens qui sont impliqués avec de la technologie, l'innovation et tout ce qui tourne autour du digital de façon générale. C'est un endroit extrêmement excitant. Bah non,
Pour moi, pas vraiment. Parce que ça a été hyper simple. Ma compagnie était déjà localisée aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai été transféré aux États-Unis. Et de fait, ma compagnie m'a sponsorisé pour obtenir tous les visas et faire toutes les démarches nécessaires. Donc, j'avoue que j'étais extrêmement privilégié. Ça a été assez simple. Ceci étant dit, j'embauche des gens sans arrêt et j'embauche des gens, c'est très, très divers. Je viens d'embaucher une Égyptienne qui est arrivée aux États-Unis avec une green card qu'elle a gagnée à la loterie. J'ai un ami belge qui est arrivé aux États-Unis avec une green card aussi qu'il a gagnée à la loterie. Donc les gens ont des parcours divers et variés. Et les États-Unis restent un pays d'intégration, un pays de gens qui viennent de différents horizons. Et c'est pas trivial, c'est pas simple de passer d'ouvrir toutes les portes, mais c'est loin d'être impossible en fait. Donc voilà, il y a différentes façons de faire, mais bon, mon cas personnel a été extrêmement simple du fait que j'étais sponsorisé par une compagnie. Et si je repense à 20 ans en arrière, en fait, une fois que vous rentrez dans votre carrière professionnelle, vous rentrez dans votre vie, vous établissez une structure plus lourde, vous perdez en flexibilité en fait. Donc quand vous sortez de l'école, vous avez cette flexibilité. Vous n'êtes pas forcément marié, pas d'enfants, pas de mortgage, de maison à payer. Donc il ne faut pas hésiter une seconde à prendre des risques à ce moment-là. Donc ça veut dire, je dirais deux choses. Soit créer une entreprise. Vous avez une idée et il faut y aller, il faut foncer et essayer de créer l'entreprise. Alors la France n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire ça. Peut-être l'Angleterre est un bon point de départ, ou alors les États-Unis. Mais bon, il y a d'autres endroits en Europe où on peut faire ça de façon plus simple qu'en France. Ou sinon, essayer de cibler des compagnies plus petites ou des compagnies de consulting. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre en accéléré en fait. Travailler dans une entreprise plus large, plus lourde, il y a plus de bureaucratie, de structure, de niveau de management à l'intérieur de la compagnie. C'est plus compartimenté. Quand vous êtes dans une compagnie plus petite, moi quand j'ai commencé à bosser, on était 50, et bien vous vous retrouvez très vite dans des situations où de fait vous n'avez pas le choix, il faut trouver les solutions vous-même parce que personne d'autre va le faire pour vous. Et vous vous retrouvez en face de gens assez seniors en fait, rapidement. Donc vous apprenez en accéléré. Donc ça serait ma première recommandation. Pas chercher la stabilité, la grosse entreprise, mais chercher le dynamisme, les structures plus petites et qui vont vous permettre d'accélérer en fait votre apprentissage, de grandir beaucoup plus rapidement en fait. Je dirais peut-être que j'ai fait en fait. Le premier job en fait, être excité à avoir un premier job et il faut garder à l'esprit en fait que la compagnie va prendre le temps de vous sélectionner, donc va être sélective, elle va vous regarder partout, toutes les coutures pour être sûr que vous êtes la bonne personne. Vous devez faire exactement la même chose. Il faut étudier la compagnie, regarder le style de leadership, quelles sont les perspectives d'évolution de cette compagnie, quelles opportunités vous allez avoir, quelque chose de super important, la culture dans la compagnie. Est-ce que c'est collaboratif? Est-ce que c'est hiérarchique? Comment ils gèrent l'innovation? Est-ce qu'ils parlent d'innovation? Donc il faut prendre le temps en fait, de choisir le premier job. En fait. Il y a une autre chose importante aussi dans le premier job, c'est en fait, comme je disais au départ, en fait, l'industrie dans laquelle vous allez commencer va probablement orienter une bonne partie de votre carrière. Sauf si vous rentrez dans le consulting, à ce moment-là, vous allez pouvoir ratisser beaucoup plus large. Mais sinon, ça va vous donner une spécialité en fait. Donc il faut prendre le temps de réfléchir au type de l'industrie dans laquelle vous rentrez et d'avoir l'intérêt et l'attrait pour ce type d'industrie en fait. Quel que soit le type d'industrie, que ce soit du life science, de l'automobile, la banque, peu importe. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des atomes crochus en fait
que vous soyez excité tous les matins à aller bosser dans cette compagnie. Voilà, donc le conseil, ça serait de prendre le temps, de ne pas aller trop vite pour le premier job, et puis surtout d'être extrêmement flexible, c'est-à-dire en tant qu'Européen, vous avez l'opportunité d'aller voir d'autres pays. Je suis toujours assez surpris de voir qu'il y a en fait assez peu de gens qui sortent du pays en fait. Il y a plein de pays super excitants. L'Angleterre est définitivement un endroit excitant où il y a pas mal de création d'entreprises, il y a beaucoup de Français à Londres, mais il y a d'autres endroits en Europe en fait. Ou alors, allez plus franco, moi ça fait 20 ans que je travaille avec une structure globale, avec des équipes aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Japon, en Chine. C'est super fun. C'est super fun parce que la diversité d'une structure, d'une équipe, c'est une source d'innovation extraordinaire. C'est un point de départ. C'était 3 années super, c'était des amis, et ça a été une fondation en fait pour la suite de ma carrière professionnelle en fait. Mais ce n'est qu'un point de départ en fait. Ça vous donne une orientation. Quand vous commencez en fait à bosser, 80% de ce que vous faites en fait, de ce que vous utilisez vient du curriculum, de ce que vous avez appris dans les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Et 20% c'est l'apprentissage qui se crée à l'intérieur de la compagnie, l'industrie, etc. Le leadership, le management, à partir du moment où vous commencez à avoir des équipes à gérer. Assez rapidement, je dirais après 8-10 ans, et ça ne fait que s'accélérer. Il y a un moment dans votre carrière où c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qui vient de l'éducation compte pour 20%, et le reste, le leadership, avec le leadership avec un grand mot, c'est-à-dire capacité de créer des visions, à générer du changement à l'intérieur d'une entreprise. La communication, les compétences en termes de gestion financière, toutes ces choses-là en fait prennent une importance extrêmement importante en fait. Donc le chiffre se renverse complètement, ça devient 80% est focalisé sur l'intelligence émotionnelle, le type de leadership, les compétences extra-techniques en fait. Donc voilà, l'Imerir c'est un point de départ. Ça va vous donner une orientation, c'est-à-dire que ça va donner une teinte au type de job que vous allez faire à l'intérieur d'une entreprise. Mais il faut garder à l'esprit qu'il est extrêmement important de façon permanente au sein de votre carrière de continuer à apprendre. Donc ça peut être par exemple aller faire un MBA en cours de route. Ça c'est absolument super. Ça va complètement ouvrir vos perspectives et vous donner des opportunités différentes au sein des entreprises dans lesquelles vous allez travailler dans le futur. Ce que je disais au départ, en fait, je suis un enfant d'expatrié, donc je viens de là, donc j'adore le fait de bouger et de changer. En fait, j'aime pas rester au même endroit super longtemps. Je viens juste d'arriver à Boston, aux États-Unis. Avant, je vivais dans le New Jersey, près de Princeton. Donc, juste bouger entre les régions, les États des États-Unis, c'est déjà un changement. Bouger de la côte est à la côte ouest, il y a une culture différente, ou du nord au sud, il y a une culture différente, mais il n'est pas impossible qu'un jour j'aille chercher à travailler en Asie par exemple, en Chine ou autre. J'aime bouger en fait, je viens de l'expatriation. Là ça va devenir un peu plus personnel. Une fois que vous êtes dans un pays, en fait, et si vous restez relativement longtemps, et ben est-ce que vous êtes aligné avec les valeurs du pays en fait, ou non. Vivre 15 ans dans un pays, c'est plus visiter un pays, c'est
c'est adopter le style de vie, la culture, s'intégrer complètement. Et bon, ben, moi, c'est ce qui se passait avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est mon pays maintenant. Je ne retournerai pas en France. Je resterai là. Mes enfants certains sont nés ici. Euh, D'autres, ils parlent français avec un accent américain terrible. Enfin, ils ont été éduqués complètement. Ils sont arrivés, ils avaient 3 ans, 4 ans. Donc ils sont beaucoup plus américains qu'ils ne sont français. Euh, et moi, ça devient de plus en plus la situation aussi, en fait. Donc j'aime les États-Unis et je vais rester ici. Honnêtement, immédiatement en fait. Je savais que je voulais venir aux États-Unis et ça faisait longtemps. Euh, les conditions dans lesquelles je suis venu aux États-Unis ont été extrêmement favorables. C'est-à-dire que c'était simple avec le support d'une compagnie derrière moi. Et je me suis senti bien aux États-Unis absolument immédiatement en fait. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut, de toute façon, vous avez un choix à faire. Soit vous venez pour une durée fixe de 3 ans et vous savez que vous voulez repartir. Donc à ce moment-là, il faut assurer la continuité pour leur éducation, éventuellement les mettre dans une école française. Moi, ce n'était pas le cas. Je savais que je voulais rester ici, donc on les a mis dans une école américaine. Donc les 3 ou 4 premiers mois, même petits, ils rentrent dans une structure qui s'appelle ESL, English as Second Language, aux États-Unis. Et c'est extrêmement compliqué pour eux parce qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais et ils se retrouvent dans une école une école américaine. On essaye de leur apprendre l'anglais de façon accélérée. Donc ces 3 mois-là sont difficiles pour les enfants, il n'y a aucun doute. Le 4e mois, ils commencent à parler de façon fluide l'américain. Donc c'est absolument exceptionnel. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça, mais sinon, s'intégrer aux États-Unis, les États-Unis, ça reste un pays extraordinaire, d'ouverture, d'opportunités. Donc honnêtement, c'est pas le pays le plus compliqué quand vous arrivez en fait. En termes de souvenirs de l'école, c'était au tout début de l'Imérir, donc la structure était différente, plus petite, les locaux étaient dans un autre endroit, à Perpignan. C'était l'atmosphère de l'école, c'était beaucoup plus petit, c'était très réseau, très collaboratif, il n'y avait aucune compétition, et c'était risqué parce que l'Imérir aurait pu disparaître en cours de route. Mais bon, ce qui me reste à l'esprit, c'est ça, c'est les amis, c'est le fait qu'on était dans un domaine et c'était la naissance de ces tendances digitales, technologiques qui n'ont fait que grossir à partir de ce moment-là. C'était un certain niveau de risque, mais c'était excitant en fait d'être impliqué dans ce type de domaine en fait, d'activité, avec une structure aussi innovante. Et il n'y avait pas 2 écoles comme ça en France. Ok. Je vais commencer comme ça. Il n'y a pas photo. Enfin bon, je suis aussi à un point dans ma carrière où je suis à deux étages du CEO. C'est-à-dire je rapporte au CIO de la compagnie qui rapporte au CEO, au Chief Executive Officer. Donc j'ai eu les opportunités et j'ai grandi en termes de carrière, donc avec une position de vice-président à l'intérieur d'une compagnie américaine et d'une biotech comme ça, on gagne bien sa vie. Et en plus, on est en train de parler de package de compensation qui sont, vous avez le salaire qui est haut, et à Boston ils sont en particulier hauts. Imaginez des salaires régulièrement de 300 000 $. Vous imaginez des niveaux de bonus de 30% en plus, et vous ajoutez à ça tout ce qui est equity, stock option, qui rajoute encore. Donc, on peut se promener entre 300 et $1,5 million par an de salaire. Voilà, je vais dire ça comme ça en fait. Ouais, donc c'est pas des salaires qu'on obtient, qu'on trouve régulièrement en France. Donc c'est aussi la vie américaine, l'environnement est compétitif, donc tout le monde obtient pour ça. Hein.
Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle employment at will, c'est-à-dire qu'on n'a aucune raison à donner pour arrêter le contrat d'une personne. S'il y a des raisons économiques qui justifient ce genre de décision. J'ai malheureusement été dans des situations comme ça où j'ai licencié des gens aux États-Unis. Et il n'y a pas d'état d'âme, c'est assez direct. Les niveaux de croissance descendent, on réduit workforce et puis c'est tout. Mais il y a le côté positif qui va avec, c'est-à-dire que on embauche aussi de façon beaucoup plus simple et directe, parce qu'on sait que si on a un problème, on va débaucher en fait. Donc c'est très fluide comme marché. Et il suffit de regarder économiquement le taux de chômage aux États-Unis. Maintenant, une fois qu'on a passé le pic de la crise, donc le niveau de chômage est extrêmement bas en fait. Moi j'ai embauché la R&D de ma compagnie, on a embauché 500 personnes cette année à Boston. Je passe un temps incroyable à embaucher des gens, probablement 20-30% de mon temps. J'ai embauché des gens en 2015. Donc c'est extrêmement compétitif, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille motiver les gens pour venir bosser chez moi en fait. Et donc c'est une approche complètement différente, extrêmement compétitive. Absolument pas, c'est exactement le contraire. Je me suis déplacé de la France aux États-Unis, le changement de style de vie et de maison était absolument abracadabrant. En fait, je me suis retrouvé dans une maison gigantesque, super confortable par rapport à où je vivais en France. Donc non, c'est pas le cas du tout en fait. Mais bon, de nouveau, ma situation était particulière. Je suis venu, j'avais un job, j'avais une compagnie déjà qui me sponsorisait en fait. Mais la moyenne, en fait, si je peux dire ça comme ça, le style de vie aux États-Unis est plus confortable qu'en France. C'est mon point de vue. Hein. Après, il y a des gens qui peuvent ne pas s'intégrer aux États-Unis, ne pas aimer la culture, ne pas aimer un certain nombre de choses. Et après, c'est un choix personnel. De façon absolument magnifique. Les Américains sont c'est un pays d'immigrants. Donc il y a, avec quelques rares exceptions pendant la seconde guerre du Golfe, où il y a eu un ressentiment vers la France avec les décisions qui ont été prises de ne pas participer en fait avec les États-Unis. L'intégration aux États-Unis a été toujours absolument fantastique. Et l'ouverture d'esprit des Américains pour accueillir des étrangers et des Européens et des Français en particulier, c'est mon expérience, hein, est toujours fantastique. Travailler dans une entreprise américaine, donc avant je travaillais dans une entreprise, les entreprises maintenant sont de plus en plus globales, mais il y avait encore pas mal de sons français quand je travaillais chez Aventis et ensuite chez Sanofi. Maintenant que je bosse chez Shire, donc notre siège est en Irlande, mais les 9 dixièmes de la compagnie sont aux États-Unis. La façon de travailler américaine est différente en fait. Il y a le leadership, le niveau de leadership, la sophistication du management, l'ambition, le focus de l'entreprise sont beaucoup plus hauts qu'en France. Il y a beaucoup moins de bureaucratie, on prend des risques plus facilement, on prend des décisions beaucoup plus vite. Et par contre, l'autre côté, c'est qu'aux États-Unis, on est pratiquement, moi je suis pratiquement en mode 24/7, c'est-à-dire qu'il est rare que je sois pas connecté et fasse quelque chose qui ait à voir avec ma compagnie durant le week-end. Le soir, mon boss m'envoie des emails à n'importe quelle heure et vous êtes connecté en permanence en fait. Et bon, ça c'est un choix, mais bon, à partir d'un certain niveau dans une entreprise, c'est nécessaire, mais ça devient la norme en fait. Dans beaucoup d'entreprises, la vitesse et la vitesse de l'industrie et la vitesse de l'économie ne fait que s'accélérer et donc on court de plus en plus vite en fait, de manière à rester compétitif. C'est aussi simple que ça. Ceci étant dit,
On s'est coupé aussi de temps en temps, la connexion. En termes de vacances, là, je vois sur le papier 2 semaines de congé. Non, en général, ça a évolué en fait. Si c'était une ou deux il y a 15 ans, maintenant très souvent, la majorité des entreprises, on offre 3 semaines de vacances aux gens. Moi j'ai rejoint Shire il y a un an à peu près, un peu moins d'un an. J'avais directement 4 semaines de vacances. Ça dépend de l'entreprise, mais c'est pas si. C'est très régulièrement 3 ou plus, quoi. Donc, pour garder ça à l'esprit. Et on continue à regarder la France avec les 6 semaines de vacances et les RTT comme quelque chose qui est martien pour les États-Unis. Donc, ouais, j'ai déjà répondu à la question suivante. Est-ce que j'ai l'intention de retourner en France? Probablement pas. Mais bon, ça, je veux dire, c'est un choix complètement personnel. J'aurais pu rester 3 ans. J'ai pas mal d'amis, de collègues qui sont venus aux États-Unis, des Français, pour 3 ans, et puis ils sont repartis, ou plus, ils sont repartis. Moi, j'ai un contexte, un background un peu différent. Et les États-Unis, c'est chez moi maintenant. Donc, c'est comme ça. J'ai pas d'exemple de choses drastiques à partager, si ce n'est, oui, le rythme est élevé en fait. Le rythme de travail est élevé. On a pas mal d'attentes. Mais ouais, c'est à peu près tout. Non, moi j'aime ce pays. J'aime le fait de travailler ici. C'est la première économie mondiale. C'est extrêmement actif. Il y a un niveau d'innovation qui est extraordinaire. Boston, c'est un des centres, si ce n'est le premier centre mondial pour les biotechnologies. Donc j'étais à côté de Princeton avant, maintenant je vis entre Harvard et MIT. Et c'est extrêmement excitant en fait. Vous êtes dans un environnement qui est très créatif, très, très innovant, qui bouge très très vite. Et voilà, c'est extrêmement excitant de vivre ici. Je ne suis pas la meilleure personne pour donner des conseils sur comment s'expatrier aux États-Unis parce que moi j'avais toute une structure derrière moi, des avocats aux États-Unis qui s'occupaient de mes visas, etc. Donc c'était simple en fait, tout ça sponsorisé par la compagnie. Ceci étant dit, moi j'ai plein d'enfants, 4. Donc, ils sont maintenant, ils commencent à être encore une majorité d'eux au collège ou à l'école. Mais j'ai une de mes filles qui est à McGill au Canada. J'ai mon autre fille qui est passée à McGill au Canada, qui est partie vivre à Toronto. Un de mes fils à Boston, à Northeastern University. J'ai un autre de mes fils, mon autre fils qui est encore à high school dans le New Jersey. Enfin voilà, j'ai des enfants un peu partout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de volonté en fait. Ma fille qui est à Toronto, donc elle est arrivée au Canada en fait, parce qu'elle est passée via McGill à Montréal, et elle est en train de maintenant se déplacer. Elle a fini ses études, sa carrière dans le journalisme, et elle a décidé d'aller vivre à Londres. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut prendre le risque. La vie, vous allez aller là où vous allez créer vos propres opportunités. Si vous ne bougez pas, si vous n'êtes pas flexible, les opportunités, le niveau, le nombre d'opportunités qui vont se présenter va être divisé par 10 en fait. Si vous bougez, il va y avoir une croissance exponentielle des opportunités qui vont se présenter en fait. Donc le conseil c'est d'être flexible et de bouger en fait. Donc elle va à Londres, elle n'a pas de boulot pour le moment, donc son amie a trouvé un boulot là-bas. Comme elle a encore son passeport français, elle peut travailler à Londres, mais voilà, elle prend un risque et c'est ça en fait. Il faut prendre des risques. Et il y a des moments dans votre vie où, avec une famille à charge et des trucs comme ça, les risques, vous ne pouvez pas prendre le même niveau de risque. Donc il est super important que quand vous êtes jeune, sortant de l'école, c'est le moment rêvé, vous n'avez pas grand chose à perdre. Donc c'est le moment où prendre des risques.
C'est le moment où il faut aller s'exposer dans d'autres pays. Voilà, donc c'est le conseil que je voudrais donner, donc aux États-Unis en particulier. Et je savais quand enfin, il est plus facile d'arriver aux États-Unis que d'en partir. Une fois qu'on y est, on se sent en général assez bien. Donc voilà, il faut aussi considérer les impacts sur votre vie familiale. Il y a des moments dans la vie où il faut aussi s'occuper de certains membres de la famille, donc là ça devient plus compliqué en fait. Mais bon, voilà, moi j'ai été éduqué comme ça, mes parents ont vécu 20 ans au travers de la planète, donc j'étais rarement sur le même continent qu'eux au même moment en fait. Donc ça. C'est ce que je disais avant, en fait, c'est la fondation qui va donner une première teinte à votre résumé quand vous cherchez votre premier boulot. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite c'est aussi quelque chose que vous avez envie de faire, c'est un domaine dans lequel vous êtes extrêmement motivé et qui vous excite, qui vous fait vous lever le matin pour aller bosser. Donc ça de nouveau c'est le point de départ. Après, ce qui va être, comme je disais avant, extrêmement important, c'est le type d'industrie dans lequel vous allez bosser. Par exemple, moi, si j'avais imaginé aller bosser dans la banque, probablement ça ne m'aurait pas excité plus que ça. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent être excitées avec ça. La biotech, le life science, la pharmacie, notre job, c'est sauver des vies tous les jours. Le Shire, qui est ma compagnie, on est spécialisé dans ce qui s'appelle les maladies rares, les rare diseases. Et donc, il y a très peu de patients. On connaît les patients directement, en fait. On est en contact avec eux. Et ça change votre niveau de motivation chaque matin, en fait. Quand vous avez ces patients, et c'est souvent des enfants en face de vous, et vous bougez les fesses pour essayer de développer les médicaments le plus vite possible pour arriver à les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc il y a quelque chose aux États-Unis qui s'appelle MAP, donc qui sont les fondamentaux de la motivation en fait, des gens. En fait. Le M, c'est pour mastery, c'est être capable d'avoir une éducation et de l'utiliser dans votre job de tous les jours. Bon, ça, typiquement, les connaissances technologiques que vous avez, d'être capable de les appliquer dans votre job tous les jours. Le A, c'est pour autonomie, c'est-à-dire être capable de faire ce job sans avoir quelqu'un qui fait du micromanagement, qui regarde par-dessus votre épaule ce que vous êtes en train de faire, d'avoir un certain niveau d'autonomie dans ce que vous avez à faire à l'intérieur de votre job. Et le P, c'est pour purpose, c'est-à-dire avoir un but, quelque chose une passion en fait, je vais dire comme ça, quelque chose qui vous motive en fait jour après jour. Et l'exemple que je viens de donner, en fait, est travailler pour sauver des enfants, pour être clair, pour traiter des patients qui sont dans des situations extrêmement compliquées avec les rare diseases. En général, ils ont une enzyme qui manque et avec des implications absolument dramatiques sur leur vie et souvent avec une espérance de vie qui est 10-15 ans maximum. Voilà, donc ça c'est ces trois leviers en fait qu'il faut garder à l'esprit. Mastery, autonomy et purpose. Ok, j'ai fait à peu près le tour des questions. La vie, c'est les risques que vous prenez et les opportunités que vous ne manquez pas en cours de route. Mais de nouveau, la flexibilité que vous avez géographique, industrielle, le leadership naturel ou pas qui va apparaître en cours de votre carrière, la chance des fois en fait, tout ça, le focus, la performance que vous amenez dans votre job, tout ça va diriger, va façonner votre carrière professionnelle et va vous donner des opportunités. En fait. Il est extrêmement difficile de savoir où vous en serez dans 10 ans, 15 ans. En fait. Par contre, ce qui est pas très difficile à savoir, c'est en fait de regarder les zones économiques dans le monde, ce qui se passe en Asie, les États-Unis, ce qui se passe en Europe,
la France à l'intérieur de l'Europe et de voir que en fait, c'est pas forcément le pays où vous allez avoir le plus d'opportunités. En fait. Une opportunité en France, pour une opportunité en France, vous en aurez 10 ou 20 aux États-Unis. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit aussi. Ce qu'il faut, c'est avoir la passion, la motivation, l'énergie. Si vous avez ça, ça sera reconnu à un moment ou à un autre et les opportunités, elles viendront. En fait. L'Imerir vous donne une base, à mon avis, vous donne une bonne base. Utiliser ça comme un tremplin en fait, pour aller plus loin, plus haut. Et vous êtes dans un domaine en fait, technologique qui est, on est dans la première décennie digitale de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que tout, absolument tout, est digital, devient digital. En fait, le frigo, votre voiture, la façon dont on délivre les traitements aux patients, on fait du remote monitoring maintenant pour faire des diagnostics à distance. C'est ahurissant et vous êtes dans un domaine en fait qui apparaît partout en fait et qui devient le fil conducteur au travers de toutes les industries. En fait. Donc c'est pas une mauvaise situation, c'est pas un mauvais point de départ, c'est un point de départ extrêmement excitant qui va vous donner des opportunités. À vous de saisir les opportunités en cours de route. Voilà, et si vous venez à Boston, je serais super content de vous rencontrer, qui que ce soit. Si je passe en France de temps en temps, je serais super content aussi de passer à l'Imerir. En fait, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Et voilà, et j'espère que vous aurez que les autres Imériens, en fait, genre Laurent qui vit au Brésil, avec lequel je suis resté en contact tout le temps, qui était un de mes copains principaux à l'Imerir. On ne s'est jamais complètement déconnecté. Donc j'espère que vous aurez l'opportunité de l'interviewer parce que lui aussi il a un parcours qui va passer les mêmes messages en fait, savoir que saisissez les opportunités, bougez et les choses vont venir à partir de ce moment-là. Voilà, merci à tous et puis à bientôt et bon courage. Bye.